Voilà, c'est le dernier virage de Studio 210. Bonjour à ceux qui viennent de nous rejoindre et rebonjour à ceux qui sont avec nous depuis 7h30. Nous avons commencé avec notre programme habituel dehors et maintenant nous terminons dans le studio. Et Aréam aujourd'hui est consacré à une thématique, à savoir la géopolitique. Aujourd'hui, nous allons aborder ce thème, Donald Trump et les nations. Est-ce que l'arrivée de Donald Trump va changer des choses? Pour en parler, nous aurons ici un panel des écrivains et des hommes de Dieu. Et sans plus tarder, je vais appeler le premier. Il s'appelle Justin Minimona. Il est libre penseur et auteur des ouvrages, dont deux en politique, à savoir pour une démocratie sans parti politique et le capitalisme des natures, la démocratie. Justin Minimona. Bonjour. Bonjour. Prenez place. Merci. Lui, il est écrivain et spécialiste des relations internationales. Je citais M. Gandou Disséré. Il a également publié un ouvrage, plusieurs ouvrages, parmi lesquels La responsabilité de protéger, une nouvelle approche du droit international. M. Gandou Disséré, vous pouvez avancer. Bonsoir. Prenez place. Merci. Bienvenue. Et dans le panel, nous aurons également un homme de Dieu, un pasteur qui a plus de 30 ans de ministère. Et il est donc le responsable de l'église du Dieu vivant. Je citais le pasteur Stéphane Kwanga, il peut avancer. Il est homme de Dieu et il aura donc à nous donner le point de vue des hommes de Dieu. Prenez place. Voilà, mise en place terminée. Ed Chevry Diaz nous rejoindra pour co-animer ce plateau Aréam. Chers invités, bonjour, bonjour. Bonjour. Je vais commencer par M. Gandou Disséré, qui est spécialiste des relations internationales. L'arrivée de Trump aux États-Unis, est-ce que ça change quelque chose? Oui, ça peut changer quelque chose parce que quand on reçoit un nouveau président pour une grande puissance mondiale comme les États-Unis, cela peut naturellement faire changer le cours normal de choses. Et nous l'avons constaté, depuis que Trump est arrivé à la tête des États-Unis, nous constatons quelques changements, des changements notables qui impactent l'ordre mondial. À titre d'exemple, au début de la semaine, de cette semaine même, Donald Trump a menacé ou bien a contraint, pour ainsi dire, les Nations Unies à pouvoir se restructurer. Vous êtes sans savoir que les États-Unis contribuent à hauteur de 10 milliards de dollars chaque année dans le financement de l'ONU. Et un tel partenaire pèse nécessairement dans l'organisation. Et donc Donald Trump a constaté que les Nations Unies ne fonctionnent pas de manière optimale et il a présenté un document sur 10 points en vue de restructurer les Nations Unies parce qu'il constate qu'il y a trop de bureaucratie au niveau des Nations Unies et on n'accorde pas assez de place aux hommes. Dans cette bureaucratie, cette lourdeur pénalise en fin de compte les Nations Unies. Et donc il a présenté un document sur 10 points et 26 États ont accepté de pouvoir ont accepté ces changements. Donc nous allons assister dans les temps qui arrivent à une restructuration des Nations Unies. Et d'autant plus que le secrétaire général des Nations Unies est partant pour cette réforme. Mais il se trouve qu'il y a quand même une nuance entre ce que voudrait le secrétaire général des Nations Unies et ce que veut Donald Trump. Nous constatons déjà par là que l'arrivée de Donald Trump change un peu la donne de la dynamique mondiale. Justin Minimum, votre regard sur la question?
Ah oui. Donald Trump et l'équilibre des nations. Donald Trump et l'équilibre des nations. D'abord, il faut comprendre que jusqu'à aujourd'hui, le monde fonctionne avec les idéologies. Donc, nous sommes dans cette logique, l'idéologie capitaliste, l'idéologie socialiste. Et lorsqu'on est en principe au niveau des Nations Unies, on défend seulement ces idéologies-là. Et comme mon prédécesseur vient de le dire, on ne regarde pas réellement la vie des hommes. On ne regarde pas, on ne fait pas attention à la première mission réelle de la création des Nations Unies. La sauvegarde de la paix et de la sécurité internationale est menacée aujourd'hui. Pourquoi? Parce que lorsque nous regardons, les principes des Nations Unies ont été conçus avec un esprit égoïste, parce qu'au moment de la conception de l'ONU, les deux tendances étaient déjà là, socialiste et capitaliste, et chacune cherchait donc à protéger ses propres intérêts. Hein, je ne peux pas vous le rappeler. Lorsqu'on parle par exemple du principe de la non-intervention ou la non-ingérence dans les affaires intérieures des nations, ce principe-là a été dicté par qui? Ça a été dicté par l'URSS à l'époque. Donc, pourquoi? Parce que, déjà, avec le régime qu'il y avait dans cet État-là, eh ben, les Russes avaient peur que les Américains ou encore les Occidentaux n'aient une mainmise sur la politique intérieure, jusqu'à mener peut-être l'URSS à changer d'idéologie. Donc il fallait qu'il y ait ce protectionnisme-là. Et aujourd'hui, nous sommes devant une réalité qui, finalement, dépasse même l'entendement de tout le monde. On a envie de changer la réalité des Nations Unies. Moi, je l'ai dit dans mon livre « Pour une démocratie sans parti politique », en fait, la forme actuelle de l'ONU a vieilli. Elle est vétuste, donc on doit obligatoirement changer la donne. Est-ce qu'on devait craindre l'arrivée de Donald Trump à la tête de cette puissance mondiale? Bon, craindre, il y a oui et non. Oui, dans quel sens? Parce que, dans le sens, pardon, où Donald Trump arrive avec une vision capitaliste. Je dis bien capitaliste. Et cette vision ne peut pas permettre aussi à Trump d'assumer ce qu'il veut. En fait, il veut parler au nom des peuples, mais lui-même, il est contre déjà les peuples. Pourquoi? Parce qu'il privilégie les intérêts des riches au détriment des pauvres. Que ce soit au niveau national, c'est-à-dire au niveau des États-Unis, que ce soit au niveau international, Trump est dans la logique capitaliste, la protection des intérêts. Est-ce qu'on ne peut pas simplement dire que Trump n'est pas hypocrite simplement? Bon, on peut parler en termes d'hypocrisie. Parce qu'il fait ce que tout le monde pense au fond. Lui le fait quand même, voilà, volontiers. Bon, mais en fait, l'hypocrisie, on peut l'accepter dans le sens où il dit une chose et son contraire. Donc on peut accepter dans ce sens-là qu'il est hypocrite. Non, je dis plutôt que la posture de Trump, c'est une posture d'une personne non hypocrite. Lorsqu'on va dans la diplomatie, on a la diplomatie, on a quelqu'un ici qui s'occupe des relations internationales. La diplomatie, c'est généralement, peut-être pas l'hypocrisie, mais on ne dit pas toujours les choses comme elles sont, alors que Trump, lui, dit les choses comme elles sont, peut-être. Non, c'est-à-dire que, regardez, il dit, mais dans le fond, ce n'est pas ce qu'il est. C'est ça, c'est là où se manifeste l'hypocrisie. Il dit des choses, mais dans le fond, ce n'est pas ce qu'il est. Il parle du bien-être des citoyens au niveau international, du bien-être des citoyens au niveau national. Mais regardez Trump dans ses actions. C'est le contraire. Il manifeste l'archétype vraiment du capitalisme absolu. Protectionnisme, mais surtout patriotisme. Oui, mais le patriotisme, vous avez regardé, quand il dit America first, hein, l'Amérique d'abord, mais c'est le même principe que Hitler, non?
l'Allemagne et les Allemands d'abord. Même au Congo, on dit le Congo d'abord. Partout, c'est comme ça. Voilà, dans Mein Kampf. Tout le monde dit la même chose. Oui, tout le monde dit la même chose. Et lui, il l'applique. Mais non, mais oui, mais c'est là où il y a un danger. Le nationalisme, c'est bon, mais il faut savoir l'adapter avec les circonstances. Sinon, on tombe dans un protectionnisme absolu et finalement qui amène à la guerre. D'accord. Le pasteur Stéphane Kwanga a un autre regard, certainement. Pasteur, vous avez la parole. Bon, je vous remercie de m'avoir donné l'occasion de contribuer à ce qui est en train d'être dit maintenant. Vous voyez que nous, dans le Seigneur, c'est une vision tout à fait contraire à ce qui se dit. Hein. Mes frères, je remercie Dieu. Nous avons tous étudié à l'école. Ils sont dans des filières différentes de la mienne. J'ai fait génie civil. Je travaillais à l'époque aux travaux publics. J'ai été à l'ANAC et puis j'ai terminé par la SECNA. Mais, bref, je suis un serviteur de Dieu depuis fort longtemps. Mais je crois qu'aujourd'hui, il faut avouer une chose, que nous sommes en train d'aller vers l'accomplissement de toutes les prophéties. À l'époque, j'étais venu ici parlant effectivement concernant cette affaire de l'aboutissement de la prophétie. Et il s'est avéré que c'est Trump qui est arrivé au pouvoir. Mais je peux dire... À l'époque, on rappelle que vous avez prédit que c'est la dame qui devrait passer. C'est un pronostic. Enfin, disons, je n'ai pas peut-être prédit, mais j'ai lu les Écritures et j'ai tenu compte des prophéties bibliques. Bref, mais une chose est vraie, c'est que Donald Trump, aujourd'hui, c'est pas quelqu'un, effectivement, qui a reçu la grâce de Dieu. Parce qu'en réalité, dans la Bible, quand nous voyons les hommes que Dieu suscite pour diriger les pays, ce sont des hommes sages. Ce sont des hommes conciliants. Ce sont des hommes pleins d'amour. En fait, c'est cela diriger un pays. Mais quand je le suis, sincèrement, c'est un frère qui m'inquiète de par ses réactions. Pourtant, il a 2 Bibles. Il a prêté serment sur 2 Bibles quand même. C'est un symbole. Ok. Tout le monde peut parler de la Bible. Est-ce que c'est la même manière d'appliquer la Bible? C'est ça le plus important. Quand on dit qu'il faut aimer son prochain comme soi-même, c'est difficile. Hein? Je te pose une question. Est-ce que tu peux m'aimer comme moi? Frère Diaz, tu peux m'aimer comme moi? On peut essayer. On peut toujours essayer. Mais tu sais qu'on ne peut pas arriver. Avec la force de Dieu. Voilà, que Dieu te bénisse. C'est ça surtout. Oui, frère. C'est cela. Parce que si Trump était vraiment un frère dans la foi chrétienne, il n'agirait pas comme il le fait maintenant. Et la Bible dit, ici vous me permettez que je lise, hein? Bien, voici donc ce que je dis et je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Donc à voir ce frère, il a la vanité de ses pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Vous voyez, quand quelqu'un parle dans ce sens, nous sommes dans le livre d'Éphésiens chapitre 4, à partir du verset 17 jusqu'au verset 19. Ça, c'est le pro Hillary Clinton qui parle, en fait, entre guillemets. Non, pas du tout. Mais en fait, est-ce que ce qui arrive en ce moment, oui. ce que nous vivons en ce moment, c'est exprès, c'est à dessein que vous avez invité, vous, hommes d'église, hommes de Dieu. Est-ce que prophétiquement, c'est prévu? C'est arrivé parce que lorsqu'on regarde les États-Unis, on regarde Israël, on regarde tout ça, est-ce que prophétiquement, c'était prévu? La Bible dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Arrive-t-il un malheur sur terre, selon le livre d'Amos, et si Dieu n'est pas l'auteur? Le bien et le mal, c'est Dieu qui le permet. Voyez-vous, la bouche de l'homme, il y a une langue. Et la Bible dit que la langue est un feu qui peut détruire toute une forêt. Il suffit seulement que vous parlez mal à un frère, à un ami qui n'a pas de condescendance, vous allez vous bagarrer. Et ça, c'est l'erreur que commet ce monsieur-là. Vous voyez même l'attitude de Poutine aujourd'hui. Avoir Poutine au départ, c'est un monsieur qui est abordable. D'abord, il parle pas assez, il est très doux, mais attention, voyez-vous. Et monsieur arrive, il pense que l'Amérique joue encore la même carte d'avant. C'est terminé. L'Amérique, dans les années 50, à l'époque, nous savons comment l'Amérique est née. C'est l'un des nouveaux continents. Parce que ce sont les chrétiens, à l'époque, qui étaient menacés par l'Église catholique romaine,
lors des inquisitions, l'ère de guerre, ils appelaient ça des guerres saintes. Ce n'était pas des guerres saintes en réalité. C'était quoi? C'était la persécution des véritables croyants chrétiens face à cette église meurtrière et démoniaque, je veux dire, selon la Bible. Quand vous disiez Apocalypse chapitre 13, chapitre 17, chapitre 18, c'est bien défini ainsi. Voyez-vous? Et c'est cet esprit belliqueux qui n'est pas bien pour un responsable politique. Ce n'est pas bien. C'est pour ça que... comprendre, selon le regard de l'homme de Dieu que vous êtes, c'est de savoir, est-ce que cela a été annoncé? Est-ce que ça aboutit à l'Armageddon, comme on a dit? Effectivement. Bon, on va trop vite en besogne quand même. D'accord. Voilà. Mais je crois une chose, que nous sommes des hommes, et à un moment donné, un homme, véritablement homme, dans la journée, il doit s'asseoir, il doit réfléchir et faire l'inventaire de tout ce qu'il aura dit, de tout ce qu'il aura fait. Parce qu'en fait, il y a des milliards d'hommes sur Terre. Et aucun homme ne peut se prévaloir être au-dessus des autres hommes. D'accord. Alors, peut-être que M. Gandou Disséré regardera la question autrement. Lorsqu'on arrive à ceci, à cet état des choses, pour vous, quelles sont les causes en réalité? Pourquoi on en arrive là? Merci, M. Sévi. Je trouve quand même assez tendancieux les propos tenus par notre invité de qualifier le président du pays le plus puissant de la planète. Hein. C'est le pays le plus puissant de la planète. Vous imaginez ce que cela représente? Ils sont puissants. Ce n'est pas seulement financièrement, ce n'est pas seulement militairement, mais ils sont puissants par le capital des connaissances, des technologies, de savoir et autres. C'est quand même un peuple qui a élu son président. Vous voyez toutes les intelligences qui sont là. Je ne sais pas ce que je peux dire. Vous imaginez, aux États-Unis, ils ont plus de 300 universités, avec des grands chercheurs, parmi lesquels l'une des universités les plus importantes, Harvard. Ce n'est qu'une illustration. Et lorsque notre pasteur se permet de dire que il n'a pas la grâce de Dieu. Il n'a pas la grâce de Dieu, c'est tendancieux. C'est tendancieux de dire ça. Et il ne faudrait pas aller trouver une explication dans la Bible pour justifier ce qui se fait, ce qui a cours. Parce que la Bible, il faut toujours situer le contexte dans lequel les textes ont été écrits. Ce texte-là n'a pas écrit sur la tête d'un homme politique au nom de Trump. Non. Donc il faut situer les choses. Il faut situer les choses. Moi, j'interviens en tant que chercheur en relations internationales et j'apporte cette contribution parce que c'est une réflexion qui peut être apportée par tous ceux qui ont fait relations internationales ou diplomatie. Ça, c'était une notification. En réalité, ce qui se passe aujourd'hui, c'est quoi? Il faut situer le contexte. C'est que depuis 30 ans, les États-Unis ont fonctionné comme le gendarme international. Ça, c'est un. C'est parce qu'ils étaient super puissants ils sont allés intervenir un peu partout à travers le monde selon qui se posait tel problème, tel problème. Et nous appelons cela le gendarme international. Ça, c'est un fait. Le deuxième fait, c'est que les États-Unis ont énormément participé financièrement pour la paix à travers le monde. Et cela au travers des guerres multiples. Ce qui a fait que le peuple américain a l'impression que les États-Unis ne s'occupent pas assez des problèmes américains. Mais ils ont plutôt tendance à regarder ce qui se passe de par le monde. C'est une tendance du point de vue du peuple américain. Ils ont cette conscience-là. Vous voyez par exemple, je vous ai dit, vous voyez l'ONU. Les États-Unis contribuent à hauteur de 25% du budget annuel des Nations Unies. C'est un montant important. Alors, le peuple américain constate que, mais en fait, pourquoi est-ce que ce que nous ne le faisons pas pour nous, mais nous avons tendance à le faire pour les autres?
Et c'est dans ces conditions que nous avons un président qui exploite cette situation-là. Il se dit, mais écoutez, l'Amérique d'abord, nous en avons assez fait, il est temps que nous puissions nous occuper des problèmes à nous. Pourquoi toujours considérer les problèmes des autres? Ils ne peuvent que les arranger par eux-mêmes. Voilà la dynamique. Ce que Trump représente, c'est une partie des États-Unis. Ce n'est pas l'ensemble des États-Unis, mais c'est une partie de son électorat qui pense qu'il faut que les États-Unis s'occupent d'abord des problèmes des États-Unis avant de s'occuper des problèmes d'ailleurs. C'est dans ces conditions que Trump est aujourd'hui de prendre position. Est-ce qu'on peut parler de même cause et même effet, puisque lorsqu'on remonte il y a quelques, je sais pas, 1 ou 2 décennies, 2 ou 3 décennies, Hitler arrive au pouvoir aussi en exploitant des faits similaires. Non, non, ce n'est pas le même contexte. Hitler arrive dans un contexte particulier. Il y a eu la Première Guerre mondiale et l'Allemagne a été lourdement sanctionnée. Je vais dire injustement sanctionnée. Cela crée une révolte. Ce sont des erreurs qu'il ne faut pas faire. Vous ne pouvez pas obliger un pays à vous faire des impôts, à suivre des restrictions. Ça suscite un sentiment de révolte. Hitler a exploité cette situation-là jusqu'à ce qu'il arrive au pouvoir. Ce n'est pas le même contexte. Il ne faut pas se tromper. Trump ne vient pas pour quelqu'un qui vient pour déclencher la guerre. Et ça, il ne faut pas se tromper. Personne aujourd'hui n'a intérêt à ce que la guerre arrive. Personne. Et même les États-Unis font de leur mieux pour ne pas que cela arrive. Ce qui est caractéristique, c'est quoi? C'est que Trump, il met la menace. Il met la menace, mais il n'arrive pas. Je vais vous prendre un exemple. Vous voyez les tentatives de démonstration que Trump a fait faire proche de la Corée du Nord. Une dissuasion qu'il a voulu faire. Mais il sait très bien qu'il ne peut pas engager. Il sait très bien, et personne aujourd'hui sait qu'on ne peut pas engager une telle action-là. Vous imaginez ce qui se passe, c'est quoi? C'est que quand une bombe se déclenche d'un pays, les autres pays réagissent. C'est comme cela que ça se fait. Et donc c'est l'anéantissement du monde. Et personne ne peut pas aujourd'hui, même s'il a les commandes, et je vous dis, il y a une procédure spécifique. C'est vrai que Trump a les commandes de la bombe, de l'arsenal nucléaire, mais il y a toute une procédure qu'il faut observer pour arriver à déclencher cela. Et rassurez-vous, personne aujourd'hui n'a intérêt à faire déclencher cette bombe-là. Pourtant, Trump nous donne l'impression qu'il est bien prêt à le faire. Il donne l'impression. Mais je vous prends un exemple. Vous voyez ce qui s'est passé? Trump a menacé, il dit que les États-Unis sortent de l'accord de Paris. C'est un accord important, historique. Il s'agit de réduire le taux créer des conditions qui permettent à ce que nous puissions baisser le taux en termes de la quantité importante d'émissions de gaz, réduire cela considérablement. C'est un accord historique. Mais voilà, Trump, qu'est-ce qu'il dit? Il dit non, nous ne sommes pas partants. Mais en réalité, Trump, il présente encore, il dit que si on change les conditions dans cet accord-là, les États-Unis peuvent revenir. C'est du chantage, la politique du chantage. Il dit, voilà, en réalité, Trump, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Trump, il est en train d'aménager les États-Unis. Il dit ceci, il ne faut pas oublier que c'est un homme d'affaires. Dans les accords qu'ils doivent avoir entre les États-Unis et les autres pays, il faudrait que les États-Unis soient gagnants. Et quand nous venons en position de force, nous devons être en mesure de pouvoir infléchir la position de l'autre. Il vient avec cette manière de faire, d'homme d'affaires dans la politique. Mais effectivement, vous allez vous rendre compte que la politique a une autre démarche aussi. Ce que lui prend comme option, cela peut changer avec la donne. Parce qu'il a des conseillers, il y a des gens qui vont lui dire attention, ne faites pas cela. Par exemple, lorsqu'il dit il faudrait reconsidérer la situation de l'OTAN. Il a dit ça. Mais les géostratèges viennent lui dire attention, il ne faut pas toucher ce point-là parce que cela y va des intérêts des États-Unis. Les géostratèges qui démissionnent aussi au fur et à mesure. Justin Minimona, vous regardez la question de c'est le même regard. Bon, sur le même regard,
moi, je partirais de son élection même. Hein, pour répondre un peu au passeur. Bon, il a dit que Trump est là et Dieu, en fait, ce n'est pas Dieu qui l'a voulu. Donc certainement, c'est la force des circonstances qui a fait qu'il soit là. Je n'ai pas dit ça. Hein? Avoir la grâce de Dieu n'est pas synonyme de ce voilà, qu'on dit. donc pas par la grâce de Dieu, mais en réalité, qu'est-ce qui a fait que Trump soit homme politique aujourd'hui? C'est-à-dire qu'il est là, qu'il soit là comme président des États-Unis. C'est par rapport à son projet de société. Ce projet de société, il l'avait présenté depuis les primaires. Il avait gagné les primaires du Parti républicain. Et il est passé donc, aux élections. Il a gagné devant Hillary Clinton par rapport à son projet. Ça veut dire quoi? Le projet de Trump avait reçu l'assentiment des Américains. Donc les Américains se retrouvaient dans la vision de Trump. C'est ce que mon prédécesseur a voulu dire quand il a dit que, en fait, Trump incarne l'esprit actuel des Américains, la volonté, le vouloir des Américains. Mais sauf que, vous savez, nous, en philosophie, on dit qu'il y a la théorie et la pratique. Donc, quand il conçoit, il est dans une logique qui n'est pas essentiellement en accord avec la réalité. Donc, quand il arrive dans la pratique du pouvoir, il se confronte à d'autres réalités. Et ces réalités-là lui disent que non, tu as prévu, mais ici, tu dois regarder ça. Tu dois regarder. Donc, il y a des paramètres qui rentrent dans l'application, dans l'applicabilité de ce qu'on aurait décidé. Et donc, Trump est devant cette logique. Et aujourd'hui, vous voyez, Vox Populi, Vox Dei. La voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Ça veut dire quoi? Puisqu'il a été élu par un peuple, ça veut dire que la volonté de Dieu s'était exprimée par le peuple. En fait, notre inquiétude pour ce peuple-là, c'est pas trop pour ce peuple, mais nous voyons en fait ses relations avec les autres peuples. Par exemple, s'il menace de sortir de l'UNESCO, est-ce qu'on doit craindre, par exemple, la sortie des États-Unis de l'UNESCO? Bon, on doit craindre. On doit craindre. Pourquoi? Effectivement, on doit craindre. Pourquoi? Parce que les États-Unis constituent la force mondiale. C'est la force mondiale. La Chine aussi constitue une force. Oui, la Chine, c'est une force. On va dire ex aequo, une force ex aequo. Vous voyez, il y a une répartition dans la contribution au niveau des institutions internationales. Il y a une répartition. Et quel est D'après M. Gandhi, on ne devrait pas avoir peur de ce que Trump fait, parce que tout ce qu'il fait, ce sont des menaces, il n'y aura pas la guerre, il n'y aura pas de souci. Ce qu'on appellerait dans l'armée comme des sommations, ça ne va pas. Bon, mais vous savez, on ne devrait pas avoir peur, mais moi je dis qu'on doit avoir peur. Pourquoi? Parce que moi, quand moi je provoque, je sais que je te provoque, je ne ferai rien. Mais c'est toi, tu connais ma réaction. Pardon, je connais ta réaction. Kim Jong-un, c'est comme ça qu'on l'appelle le président coréen. Lui, il prend ça au sérieux. Oui, tu ne sais pas ma réaction. Vous savez, parfois la bagarre commence par des blagues, non? Hein? Moi, je blague, mais toi, tu ne prends pas ces blagues-là comme des blagues. Tu réagis aussitôt et la bagarre commence. Donc, en fait, ça doit nous faire peur. Pourquoi? Parce que les États-Unis constituent vraiment une puissance internationale. Et si on ne fait pas attention, ce que Trump est en train de faire va nous amener vraiment dans la Bible. Je dis bien dans la Bible. Pasteur Stéphane Kwanga, est-ce que vous avez peur, vous aussi? Vous êtes conscient qu'aujourd'hui, avec l'état actuel des choses, la direction que prennent les choses, avec Trump comme pivot, nous partons droit vers l'abîme? Bon, une chose que je veux dire, que je n'ai pas peur. Un enfant de Dieu n'a pas peur. Il ne voit que les prophéties bibliques qui s'accomplissent au fur et à mesure que nous avançons. Jusque-là, on ne voit aucune prophétie biblique. Non. Ce qui est sûr, enfin, c'est parce que quand tu lis dans Matthieu 24, 6 à 9, quand tu lis Marc chapitre 13, quand tu lis Luc 21, tu verras que toutes ces écritures sont en train de s'échelonner au fur et à mesure qu'on avance. Ceux qui ont lu ces passages-là
en 1915 ou 14 Ok. ou en 40 Ok. ont eu la même réaction aussi. C'est Aujourd'hui, Mais regarde, Dieu a fait le monde pendant 6 jours, selon le livre de la Genèse. Et Dieu se reposait le 7e jour. Nous sommes en train d'aller au 7e jour. Aujourd'hui, les jours sont abrégés. Je me rappelle, nous, à l'époque, quand on était petits, quand on commençait janvier pour atteindre décembre, ça faisait beaucoup de temps. Aujourd'hui, le temps coule. Les jours sont abrégés à cause des élus. Pourquoi? Parce que Dieu dit, si ces jours n'étaient pas abrégés, il n'y aurait aucun sauvé. Écoutez bien cela. Et ensuite, la Bible dit ceci. Loin de là, que Dieu, au contraire, soit reconnu pour vrai et tout homme pour menteur, selon qu'il est écrit, afin que tu sois trouvé juste dans tes paroles et que tu triomphes lorsqu'on te juge. Mais si notre justice établit la justice de Dieu, que dirions-nous? Dieu est-il injuste quand il déchaîne sa colère? Je parle à la manière des hommes. Loin de là, autrement, comment Dieu jugerait-il le monde? Et si, par mon mensonge, la vérité de Dieu éclate davantage pour sa gloire, pourquoi suis-je moi-même encore jugé comme pécheur? Et pourquoi ne ferions-nous pas le mal afin qu'on en arrive au bien? Comme quelques-uns qui nous calomnient, prétendent que nous le disons, la condamnation de ce genre est juste. Quoi donc? Serions-nous plus excellents? Nullement. Car nous avons déjà prouvé que tous, qu'on soit juif, qu'on soit grec, qu'on soit congolais, tous sont sous l'empire du péché. Et selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis, et il n'y en a aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Tous, même les pasteurs aussi. La Bible dit, leur gosier est un sépulcre ouvert. Ils se servent de leur langue pour tromper. Ils ont, selon leurs lèvres, un venin d'aspic. Leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume. Ils ont les pieds légers pour répandre le sang. La destruction et le malheur sont sur leur route. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. La crainte de Dieu n'est pas devant eux. Voilà ce que je peux dire. M. Gandou Djisséré et Justin Mimona ont du mal à vous suivre. Dans tout ce que vous dites là, dans tout ce que vous lisez là, lorsque je parle un peu du cocktail, le cocktail Russie, États-Unis, Corée du Nord, Iran, lorsque vous lisez, non, on ne retrouve pas ça là. Mais est-ce que ce cocktail-là, lorsque je parle de cocktail, est-ce que ça ne vous fait pas peur? Regarde, ce qui fait peur, ce sont les propos mal tenus. Attendez. Nous allons dire une chose. Ma liberté s'arrête où? Ma liberté s'arrête là où la liberté de mon frère commence. Je ne peux pas entraver sa liberté. Bon, je n'ai pas fait comme la diplomatie, mais la Bible m'a rendu sage pour dire que si je respecte autrui, autrui me respectera. Et comme a dit mon frère tout à l'heure, vous savez, frère bien-aimé, la Bible est claire. Qu'est-ce qui détruit les hommes? Une personne ne peut pas prendre une arme, aller tirer sur son frère, comme ça. Ce qui détruit les hommes, c'est la manière de dire les choses. Vous posez un problème d'éthique, de morale, de valeur certainement. Gandou Djisséré, on peut faire évoluer le débat. Oui, on peut faire évoluer le débat. Il a été abordé la question le retrait, par exemple, des États-Unis de l'UNESCO. Il faut savoir pourquoi les États-Unis ont pris la décision de sortir de l'UNESCO. Il faut se rappeler une chose, c'est que depuis 2011, les États-Unis ne financent plus l'UNESCO. Et par conséquent, ils ont perdu le droit de vote au niveau de l'UNESCO. Pourquoi? Parce que l'UNESCO a reconnu la Palestine comme étant pays membre de l'UNESCO. Donc Israël a boudé cette reconnaissance. Eux aussi ne finançaient plus l'UNESCO. Et cela fait donc de 2011, 2012, 2013,
les États-Unis avaient des arriérés dans le financement de l'UNESCO. N'ayant plus financé l'UNESCO, ils ont perdu le droit de vote. Et en juillet dernier, ils ont menacé de quitter l'UNESCO. Pourquoi? Parce que l'UNESCO venait de reconnaître la ville d'Hébron comme faisant partie du patrimoine mondial de l'humanité. N'est-ce pas? Or, qu'est-ce que ça veut dire? Il s'agit d'une convention prise par l'UNESCO en 1972 qui faisait donc reconnaître certains lieux, certains sites, certains monuments comme patrimoine mondial. Mais qu'est-ce que Hébron? Hébron, c'est une ville de la Cisjordanie qui se situe à environ 30 km au sud de Jérusalem. Cette ville est importante parce que en 1990, avant Jésus-Christ, David avait considéré cette ville d'Hébron comme étant la capitale d'Israël. Donc c'est une ville importante. Et c'est dans cette ville, là où se trouvent des caveaux d'Abraham, de Sarah et de toute leur descendance jusqu'à Jacob. C'est donc une ville hautement symbolique, reconnue à la fois par les musulmans, par les juifs et par les chrétiens. Cette ville est tombée sous la gouvernance musulmane en 1197. On voit donc l'influence des musulmans dans cette ville. Et aujourd'hui, cette ville est divisée en deux zones. Il y a la zone H2 qui est tenue par les Israéliens et la zone H1 qui est tenue par les Palestiniens. C'est une ville hautement importante. L'UNESCO n'a fait que reconnaître cette partie du monde comme faisant partie du patrimoine mondial. Est-ce que c'est mauvais? On va dire que non, ce n'est pas mauvais, puisque de la même manière qu'on a reconnu les chutes de Victoria comme faisant partie du patrimoine mondial, ou comme il y a eu une tentative chez nous ici où une partie de la ferme au niveau du Congo devait être reconnue par l'UNESCO. Donc ce n'est pas mauvais. Mais voilà, pour soutenir Israël, les États-Unis quittent. Et cette décision va prendre effet le 31 décembre 2018. Ce n'est pas la première fois, il faut le dire, hein, ce n'est pas la première fois pour les États-Unis de quitter l'UNESCO. Déjà en 1984, les États-Unis avaient déjà quitté l'UNESCO sous Reagan. Et ce n'est qu'en 2002, sous George Bush, que finalement les États-Unis reviennent au niveau de l'UNESCO. Mais le fait significatif ici, c'est quoi? C'est que les États-Unis sont quand même des partenaires importants. Non pas indispensables, mais importants, dans la réalisation des missions de l'UNESCO. Le fait qu'ils se retirent, ça crée quand même une incidence significative. Ça, c'est un fait. L'autre fait, il y a par exemple les menaces que Trump fait peser au niveau de l'accord sur le nucléaire avec l'Iran. Qui est d'ailleurs d'actualité en ce moment. Qui est d'actualité. En fait, qu'est-ce que Trump voudrait? Trump pense qu'on a trop fait de concessions à l'Iran et qu'il faut être dur. Quand Trump dit qu'il faut être dur, c'est quoi? C'est qu'ils ont conscience, les États-Unis, qu'il y a une réelle menace. Il y a une réelle menace qui pèse. Et il faut contraindre l'Iran à ne pas accéder à la fabrication de la bombe nucléaire. Voilà le problème des États-Unis. Il faut contraindre. C'est une menace qu'ils font, n'est-ce pas? Mais cette menace, en réalité, n'a de but que pour contraindre. Maintenant, les géopolitiques constatent que non, le ton avec lequel Trump présente les choses est un peu agressif, il est un peu dur. Bon,
quelque part, on va dire que non, c'est quelqu'un qui n'a pas fait relations internationales. C'est un homme d'affaires. Il n'a pas fait droit international et autres. Il dit les choses comme il les pense, en fait. Il dit des choses non sous le couvert de la diplomatie. Hein. Vous vous rendez compte, par exemple, lorsqu'il fait, dans son discours au niveau des Nations Unies, on est tenu de lire, hein, pour éviter de commettre des erreurs, parce que c'est quand même le haut lieu, hein, de la plateforme internationale. Mais vous voyez ce qu'il dit dans l'introduction de ses propos. Il dit, bon voilà, j'ai ma tour. Si elle est là, en face, non loin des Nations Unies, c'est pour donner l'exemple. Bon, vous voyez, diplomatiquement, on ne pouvait pas tenir un tel langage. Est-ce que Donald Trump, on peut le considérer comme un anarchiste? On ne veut pas dire un anarchiste. Pourquoi? Parce que c'est quand même, vous imaginez, Donald Trump, c'est quand même un multimilliardaire. Comment il a fait pour arriver à réunir autant de fonds? Il faut quand même de l'intelligence, il faut beaucoup de choses, de ressources pour arriver, de conseils pour arriver en ce sens-là. Et le problème, c'est quoi? C'est que Donald Trump, avant de devenir président des États-Unis, il a animé ce qu'on appelle aux États-Unis par une télé-réalité, c'est-à-dire une façon de dire des choses. Hein. On croirait que c'est la vie ainsi faite, mais au fond, ce n'est pas cela. Et à un moment donné, on s'étonne de se dire, mais on dirait qu'il continue dans cette télé-réalité. C'est comme s'il continuait à faire le jeu. Or, le monde des affaires politiques est différent. Hein. Il y a une façon de dire des choses. Vous voyez, il a ces coups de gueule, et quand il est fait, on s'étonne. Donc c'est quelqu'un qu'il faut tenir parce qu'il a des sauts, ainsi de suite. Mais ça, c'est l'homme. Ça, c'est l'homme. Il est quand même conseillé. Il est conseillé. Il a un grand nombre de gens autour de lui qui le conseillent. Mais il ne manque pas ses coups de gueule. Mais je vous dis une chose. Vous voyez, lorsqu'il dit, bon voilà, si vous me votez, on va construire un mur au niveau du Mexique. Voilà, il prend ces décisions-là. Et effectivement, il va dire, bon, on va engager cela. Mais est-ce que cela a été fait par la suite? Il n'a même pas encore un an. Est-ce que cela a été fait par la suite? Il n'a même pas encore un an, peut-être qu'il le fera. Bon, oui, mais néanmoins, vous vous rendez compte qu'il a quand même, entre ce qu'il dit et ce qui s'ensuit, il y a une grande distance, n'est-ce pas? En réalité, si vous voulez découvrir Donald Trump, selon la manière de fonctionner de la politique américaine, le président a généralement 2 mandats. Dans le premier mandat, il n'a pas toujours une grande large marge de manœuvre parce qu'il doit chercher toujours à flirter, à provoquer, à susciter de l'électorat pour le garder. Et c'est généralement au 2e mandat, quand il sait qu'il n'a plus grand-chose à attendre, qui se déploie. Et nous nous rendons compte, certains analystes de la politique internationale observent que, en fait, ce que Donald Trump fait, c'est quoi? C'est qu'il a constaté qu'il est au bas de sondage au niveau des États-Unis, que tout ce qu'il a pris comme décision, il n'arrive pas à le faire. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il faut qu'il crée quelque chose qui accroche, qui touche les Américains. Et les Américains sont sensibles au fait que il ne faudrait pas que les biens qui devaient revenir à l'Amérique partent ailleurs. N'est-ce pas? Et cette façon de faire, il est en train de satisfaire son électorat. Il satisfait son électorat parce qu'il sait qu'il prépare un second mandat. Nous tendons au terme de cette émission. Pasteur Stéphane Kwanga, M. Justin Minimona, M. Gondou Djisséré. Surtout M. Gondou Djisséré, de vos propos, j'ai souligné quelque chose, en fait, les rapports Israël-États-Unis. Ils ont des rapports assez complices, peut-être parfois prophétiques aussi. Est-ce que vous pouvez nous expliquer cette complicité-là des États-Unis et d'Israël? Oui, ce sont des relations qui datent. Il ne faut pas oublier que c'est vrai qu'Israël, c'est le peuple élu. Ça, on le sait. On le sait. Hein, et Dieu seul sait comment ce peuple est particulier. Ce qui est vrai, c'est que
ce peuple a eu à réaliser dans le monde des finances des exploits importants. Ce qui fait que le lobby Israël pèse énormément aux États-Unis. Ce sont eux qui tiennent les banques. Ce sont eux qui sont dans les grandes académies. Ce sont eux qui sont aujourd'hui dans le renseignement international. Ils sont très forts. Ça, il y a ce premier point. Le deuxième point, c'est que Israël, au niveau du Proche-Orient, est stratégique pour les États-Unis. Parce que c'est un peuple qui est entouré de l'Iran et de la Syrie, qui sont proches de la Russie. Et il y a toujours un affront entre les États-Unis et la Russie. Si bien que, au sein du Proche-Orient, l'élément structurant, l'élément déterminant, c'est Israël. Il joue un rôle essentiellement géostratégique pour les États-Unis. Si bien qu'ils ne pourront jamais les délaisser. Jamais. D'accord. Jamais les délaisser. Vous regardez la chose de la même manière, Israël, États-Unis. Vous comprenez comment cette complicité, pasteur? Bon, la Bible dit « Béni soit celui qui bénit Israël ». Parce qu'en fait, Israël, c'est la première nation dans le monde que Dieu avait choisie. Du fait que cette nation, dans sa façon d'adorer Dieu, était beaucoup plus proche de ce Dieu vivant. C'est à cause de cela. Et la plupart des Juifs, c'est maintenant que l'Amérique n'est plus ce qu'elle était. C'était une nation chrétienne. Elle fut bâtie sur le protestantisme. Nous sommes à la fin de l'émission. Vous disiez, oui. La phrase est « Béni sur le pays ». Béni soit celui qui bénit Israël. Ah, donc le frère Trump est béni. L'Amérique est bénie. Le frère Trump aussi, puisqu'il soutient Israël. Ok. C'est pour cette raison que normalement, celui qui connaît les Saintes Écritures, c'est quelqu'un qui est digne de sagesse. Voilà. D'accord. Nous sommes à la fin de l'émission d'aujourd'hui, mais la thématique, elle reste en suspens. On pourra revenir, M. Gandhi Djessiré, M. Justin Limona, pasteur, dimanche prochain, pour continuer à décortiquer notre thématique Trump et l'équilibre des nations. Je pense qu'on s'est arrêté au niveau de la complicité Israël-États-Unis. Je pense qu'on prendra le train là où il s'est arrêté dimanche prochain. Merci à vous de nous avoir suivis. C'est la fin de Studio 210. Roland Brice-Maïlou, on peut rappeler les invités que nous avons reçus aujourd'hui, les trois sur ce plateau déjà. Oui, nous avons donc M. Gandhi Djessiré qui est un spécialiste, écrivain et spécialiste des relations internationales. M. Justin Minimona qui est auteur et surtout il a un livre qui est un peu révolutionnaire, c'est La démocratie sans les partis politiques. Et nous avons le pasteur Stéphane Kwanga qui a 30 ans de ministère, il est le père spirituel ou encore le fondateur de l'église du Dieu vivant. Le visionnaire de l'église du Dieu vivant. Un peu plus tôt, nous avons reçu, rappel. Oui, un peu plus tôt, nous avons eu un débat entre le pasteur Mbota et l'abbé Bassimas. Nous avons également reçu en exclusivité le cardinal Dieudonné Zapalainga, voilà, j'y arrive. Et entre-temps, Thomas Serge-Guevoulet a reçu M. Francis Nganga du mouvement Gnostique International. Il a dit des choses. Certains ont dit qu'il ne fallait pas qu'il dise ces choses-là, mais la chaîne est nationale. Donc, tous ceux qui pensent que ce que le Gnostique a dit est faux, ouais, vous pourrez venir ici pour le contredire. Voilà. D'accord. Voilà un peu l'essentiel de notre programme. Pasteur, vous voulez dire quelque chose rapidement? Oui. C'est que je serai absent dimanche prochain. Je suis invité à Kinshasa pour une convention internationale. Ah, d'accord, on trouvera. Donc le message est lancé. S'il y a un pasteur qui peut venir ici, surtout nos frères du message, vous êtes assez aguerris dans ce domaine. Vous pourrez nous contacter, le numéro est affiché au bas de l'écran. Justin Minimona, vous serez là? Oui, je suis disponible. D'accord. Monsieur Gandhi sera là. On va se tenir informé. D'accord, si vous ne voyagez pas. Alors, vous, qu'est-ce que c'est? Non, en fait, je voulais vous offrir la dernière publication. Ah, votre publication, c'est un recueil de poèmes? Oui, c'est ça. D'elle, je n'ai regardé que son infidélité. Je n'ai gardé que son infidélité, voilà. C'est ça. Je pense que c'est un clin d'œil aussi à notre charmante
Oh, Reine Déby, avec le livre du dimanche, certainement, qu'on aura Bon, à parler de ce livre. C'est un plaisir effectivement, Merci. bien aimé, de vous rencontrer. Voilà, comme la régie nous l'a fait savoir, c'est la fin de l'émission chez 210, mais à la fois à nos invités et à tous nos téléspectateurs, je rappelle un événement important en novembre, fin novembre, c'est la célébration des 2 ans de l'émission Studio 210. Nous avons besoin de soutien. Quand je dis soutien, nous avons besoin d'argent, il faut dire les choses crues, parce que lorsque, voilà, on va vous écrire, on va vous demander... ouais, on fait comme Donald Trump, on est direct, on a besoin d'argent pour cette célébration qui se fera en 2 temps à l'IFC pour les Awards du Gospel. Donc nous allons primer certains artistes du Gospel, donc on partira de 2015 à 2017 et puis nous aurons le prix, ça ce sera le 24 novembre à l'IFC et le 26 novembre ici à Télé Congo en direct, nous aurons le prix Studio 210 que nous décernerons à certains de nos invités et à certaines personnalités de notre pays. Voilà. Certainement.